L'épée qui nous permettra de porter l'estocade au dérèglement planétaire porte un nom, la géo-ingénierie. Apparu dans les années 1950, ce terme rassemble des techniques qui visent à modifier le climat global de la Terre. Une surchauffe? Pas de problème, on a un numéro vert. Si le terme est récent, l'idée l'est moins. Dans les années 1830 déjà, le météorologue américain James Espy voulait brûler tous les dimanches de larges pans de la forêt des Appalaches. La chaleur émanant des brasiers aurait permis, selon lui, de faire tomber la pluie. 140 ans plus tard, les États-Unis lancent dans le plus grand secret l'opération Popeye. Entre 1967 et 1972, en pleine guerre du Vietnam, des avions américains ensemencent les nuages au-dessus des positions Viet Cong avec des particules d'iodure d'argent. Objectif, intensifier la mousson pour rendre les routes impraticables et ainsi ralentir la progression des troupes et des ravitaillements. Et ça marche. Leur slogan était « Faites la boue, pas la guerre ». Qu'est-ce qu'on se marre. Mais fini de faire mumuse localement. Aux grands mots, les grands remèdes. L'une des principales bascules a lieu en 2013. Pour la première fois cette année-là, le GIEC évoque la géo-ingénierie dans son résumé à l'intention des décideurs. Pourquoi? Tout simplement parce que les publications scientifiques se sont multipliées. Le GIEC doit donc en rendre compte, un lobbying comme un autre. Entre 1971 et 2013, 825 publications sont parues autour de la géo-ingénierie, avec une nette augmentation à partir de 2008. Ces études sont issues du travail de 1961 auteurs, sauf qu'en réalité, entre 20 et 25 auteurs apparaissent de façon récurrente. Parmi eux, Ken Caldeira et David Keyes, deux chercheurs en pointe sur la géo-ingénierie. Tous deux ont d'ailleurs déposé des brevets sur des techniques de géo-ingénierie, juge et partie pratique. Stratoshield pour Ken Caldeira, un système de ballon dirigeable dispersant du soufre dans l'atmosphère, et le très humble Planetary Cooler pour David Keyes, projet notamment financé par Murray Edwards qui a pompé sa fortune directement dans les sables bitumineux de l'Alberta, un amoureux de la Terre. En matière de géo-ingénierie, il y a deux grandes options. Soit vous choisissez de repousser les méchants rayons du vilain soleil qui font rien qu'à réchauffer la planète, c'est le Solar Radiation Management, SRM, soit vous décidez de capturer avec vos petits bras musclés le vilain CO2 qui squatte un peu trop notre atmosphère. Bonjour Carbon Dioxide Removal, le CDR. Prenons le SRM et revenons en 1991. Cette année-là, l'éruption du volcan Pinatubo aux Philippines propulse un gigantesque nuage de cendres dans l'atmosphère. Ces milliards de particules assombrissent la Terre et font chuter la température d'1/2 degré dans l'année qui suit. Génial! De quoi valider l'une des techniques de SRM, disperser des particules réfléchissantes dans la stratosphère pour repousser les rayons du soleil. Sauf que le nuage de cendres du Pinatubo a eu d'autres conséquences. L'année suivante, les pluies ont été 50% moins importante que l'année la plus sèche observée jusqu'à présent. Zut! Ça raccorde justement avec certaines études démontrant que la dispersion d'aérosols dans les cieux pourrait perturber la mousson indienne, menaçant les ressources alimentaires d'un petit 2 milliards d'humains. Si James Espy était là, il nous dirait de brûler une forêt. Ou pas. Regardons le CDR à présent. La technique la plus prometteuse serait d'ensemencer les océans avec des particules de fer. On stimulerait ainsi le phytoplancton qui évolue en surface et qui a la bonne idée d'absorber le CO2. Bien boosté, il pourrait avaler 500 gigatonnes de CO2 d'ici la fin du siècle. Ça, c'est un champion. Sauf qu'il faudrait multiplier par 100 la production minière pour récolter le fer, sans oublier le balai des camions et celui des bateaux, l'équivalent de la flotte mondiale, pour répandre cette poudre dans les océans. Une manne industrielle, un gouffre écologique. Produire du CO2 pour capter du CO2, on frôle le génie. La seule réussite de la géo-ingénierie semble être d'éviter de remettre en cause ce qui fait tourner notre monde. Modifier le climat comme on répare un moteur est un rêve de gosse de l'humanité, ou son pire cauchemar. La géo-ingénierie, c'est l'idée de manipuler de façon volontaire, par divers moyens, le système climatique pour atténuer le réchauffement climatique. Il y a un certain nombre de groupes qui s'intéressent à ce problème, qui font du lobbying en faveur de ce problème. Alors dans la géo-ingénierie, première mouture, c'est quoi? C'est filtrer les radiations. L'injection de particules soufrées dans la haute atmosphère qui implique qu'il y ait de façon continue, et on peut dire pour toujours, pour une très très longue durée, des avions, des missiles, etc., qui balancent dans la haute atmosphère ces particules. Mais les recherches des climatologues ont tout de suite montré que d'une part, si on s'arrête, alors on récupère très très vite toute l'atténuation du changement climatique qu'on a obtenu dans les années qui précèdent. Et donc, du coup, on n'a rien gagné. Et même, c'est pire. Et puis surtout,
Un système climatique, c'est pas simplement une température, c'est beaucoup d'autres choses. C'est des précipitations, c'est des vents, c'est un équilibre de circulation d'atmosphère, de masse d'air, etc. Et il y a énormément d'effets tout à fait négatifs dans le système climatique qui seraient déterminés par cette technique-là. Donc voilà, ça c'est le point de vue prométhéen et voilà, qui continue à être un peu dans cette optique de on manipule la Terre. Depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire en gros 7-8 ans, est apparue dans les scénarios du GIEC l'idée de nette émission négative. Dans les scénarios du GIEC lui-même, sur 400 scénarios, il y en a exactement 344 qui font appel à ce qu'on appelle des émissions négatives. Ces émissions, c'est quoi? C'est l'idée que, de toute façon, on ne va pas y arriver comme ça, en réduisant. Donc, il va falloir quoi? Absorber le carbone qui est déjà dans l'atmosphère ou bien avoir des technologies, des entreprises techniques, etc., qui arrivent à absorber le carbone. Le BECS, qui est ce qu'on appelle le BECS, c'est cette bioénergie et capture et séquestration du carbone, et c'est ça les émissions négatives, principalement aujourd'hui. Dans les rapports, hein, dans les perspectives, dans la réalité, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, franchement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne sait rien faire, sauf effectivement planter des forêts. On sait qu'en plantant des forêts, pendant un temps, ça absorbe du carbone. Mais après, quand on coupe les forêts, quand on capture le carbone, quand on l'injecte dans le sol, enfin tout ce cycle-là, c'est de l'ingénierie climatique fictive, fictionnelle. Pour moi, ce sont des solutions, justement, typiques du mythe du progrès, de cette croyance qu'on va résoudre les problèmes. Cette dépendance au sentier, elle est vraiment là. C'est la croyance que tout va de mieux en mieux, et c'est la continuité de la courbe, là. On va trouver la pilule de l'énergie infinie, aller sur Mars. Vous savez, le roman Barjavel, La nuit des temps, ils ont une petite machine, ils ont trouvé l'équation universelle. Ils ont fabriqué une petite machine, ils appuient sur un bouton, ils ont une pilule d'énergie universelle. Ils n'ont plus besoin d'agriculture et tout ça. C'est un peu cette mythologie qui s'exprime. Il y a de la recherche, évidemment, il y a de la recherche pour tout ça. Hein. C'est vraiment l'imaginaire qui tire ça. Moi, sur la fusion, je ne me suis pas hyper bien renseigné. Il y a aussi le thorium dont on parle souvent. Il y a plein de choses qui vont sortir, qui pourraient sortir autour du nucléaire, autour d'une énergie moins chère, moins productrice de CO2, etc. Ce qui me vient, c'est que déjà, j'ai parlé de systémique et de problème, tout est lié. Là, on parle juste de l'énergie. Ce qui me vient, c'est que si on résout, et encore j'ai des grands doutes, je mets plein de guillemets, cette question de l'énergie, qu'en est-il des autres problèmes? Est-ce que les espèces vont revenir, les espèces disparues? Est-ce que si on met toute cette énergie, est-ce qu'on va réduire notre consommation d'énergie? Parce que si on brûle toute cette énergie, voilà, à un moment on fait de la fusion, ça va être de l'énergie. Le mouvement, c'est de l'énergie. Une voiture qui se déplace, c'est de l'énergie. Il y a dissipation d'énergie. Est-ce que le réchauffement climatique va s'arrêter? Est-ce qu'on est, plus largement, est-ce qu'on est sage en tant qu'espèce, en tant que société, pour avoir autant d'énergie à disposition? Est-ce qu'on n'est pas un petit bébé à qui on file une mitraillette, une technique démesurée, en l'hubris, avec une sagesse de l'âge de la pierre? Les stratégies de gestion des rayonnements solaires cherchent à diminuer la température de la Terre en limitant la quantité de rayonnement qui arrive à la surface. Première stratégie, augmenter l'albédo de la planète, autrement dit, faire en sorte que le sol renvoie le plus de chaleur possible vers l'espace. Les miroirs et les surfaces blanches sont celles qui renvoient le plus de lumière, et c'est en toute logique que Steven Chu, qui est prix Nobel de physique et membre de l'administration Obama, a proposé en 2009 de peindre en blanc les toitures et les trottoirs du monde entier pour limiter le réchauffement climatique. Ce que tente en 2017 la ville de Los Angeles en peignant une partie de sa chaussée en blanc. Les résultats indiquent une baisse de 6 à 7 degrés dans certaines zones pouvant atteindre d'habitude 43 degrés Celsius. Une autre stratégie consiste à utiliser des particules en suspension, des aérosols, pour bloquer la lumière depuis l'atmosphère.
Et ça, pour le coup, on sait que ça marche. Lors de l'éruption du volcan Pinatubo en 91, 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre ont été envoyées dans l'atmosphère, et cette année-là, la température moyenne du globe a baissé d'1 degré Celsius. Le problème, c'est que ces composés ont une durée de vie limitée. Il faudrait donc en injecter dans l'atmosphère de façon continue, ce qui pourrait dégrader la couche d'ozone et réchauffer la stratosphère. Deux résultats plutôt indésirables, en plus d'un coût assez élevé. On estime qu'il faut entre 2 et 8 milliards de dollars d'investissement pour reproduire un équivalent du Pinatubo. En fait, il y a une alternative dans la fission, il n'y a pas d'alternative dans la fusion. Alors je vais vous dire pourquoi. La fusion, donc vous avez deux manières d'exploiter l'énergie nucléaire, et c'est lié au fait que l'énergie de liaison entre les nucléons dans un noyau passe par un maximum aux alentours du noyau du fer. Donc quand vous avez des atomes qui sont plus petits que le fer, en les regroupant, vous arrivez à récupérer de l'énergie. Et quand vous avez des noyaux qui sont plus gros que le fer, ce qui est le cas de l'uranium, en les cassant, vous arrivez à récupérer de l'énergie. Dans le deuxième cas, ça s'appelle de la fission. Dans le premier cas, ça s'appelle de la fusion. Alors la fusion, c'est une énergie qu'on connaît très bien, parce que c'est avec ça que le Soleil fonctionne, et c'est comme ça que la première génération d'étoiles a, par alchimie, fait tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Ils ont tous été faits à partir de noyaux d'hydrogène, c'est-à-dire de protons dans les premières générations d'étoiles. Alors dans une étoile, ça marche très bien. Malheureusement, pour reproduire ces conditions-là sur Terre, c'est compliqué, parce que le plasma dans une étoile, la matière est dans un état particulier dans une étoile où les électrons et les noyaux ne sont plus associés, ils se baladent chacun de leur côté, et ça s'appelle un plasma. Et pour avoir un plasma, vous devez porter la matière à quelques millions de degrés. Comme dans les indestructibles, là, des millions de degrés. Bon, bref. Eh bien, vous ne savez pas mettre ça dans une boîte à chaussures simple. Donc ça veut dire que vous devez faire du confinement magnétique, enfin bon bref, c'est un truc très compliqué. Et pour chauffer votre plasma à quelques millions de degrés, vous devez utiliser de l'énergie. Vous devez commencer par chauffer. Et donc le grand défi de la fusion, c'est d'arriver à récupérer avec la fusion plus d'énergie que vous n'en avez utilisé pour chauffer le plasma. Alors, dans les tokamaks, c'est-à-dire les usines, les trucs qu'on utilise aujourd'hui, on sait faire des réactions de fusion qui durent moins longtemps qu'il n'en faut pour récupérer l'énergie de chauffe du plasma. Dans ITER, le défi, c'est de faire plus longtemps qu'il n'en faut pour récupérer l'énergie de chauffe du plasma, mais quand même pas des heures et des heures. Or, une centrale électrique, aujourd'hui, elle doit être capable de fonctionner 5000 heures sans s'arrêter. Vous ne dites pas, je vais faire un pitch de 2 minutes, pendant lequel les gens vont avoir de l'électricité, je m'arrête 3 heures pour refaire les conditions de l'expérience, puis je refais un pitch de 2 minutes, etc. Donc ITER, qui va faire juste un peu plus, va avoir son premier plasma en 2025. Après, il faut le faire fonctionner 10 ans pour avoir un retour d'expérience, 2035. Ensuite, il faut se gratter la tête pendant 5 ans pour savoir ce qu'on fait derrière, 2040. Ensuite, on met en construction la génération d'après, qui sera peut-être capable de fonctionner quelques milliers d'heures. C'est terminé en 2055 ou 2060, puis on le fait fonctionner 10 ans, 2070. Donc, avec un peu de chance, en 2085, où vous serez mort, eh bien, n'en déplaise à Laurent Alexandre, vous serez mort, eh bien, nous aurons peut-être la tête de série de quelque chose qui pourrait nous aider à régler un problème. C'est la règle de 3 que j'ai passée dans ma démonstration, qu'il faut avoir réglé dans les 35 ans qui viennent. C'est-à-dire que pour tenir les 2 degrés de l'accord de Paris, il faut que les émissions planétaires arrivent à 0 d'ici 2060. 0. Pas la moitié, 0. Plus 1 gramme de CO2 émis dans l'atmosphère. Plus une bagnole à essence, plus une fabrication de batteries, soit dit en passant, parce que c'est de la métallurgie qui émet du CO2, plus rien. 0. D'accord ? Donc on est totalement hors course avec la fusion, ce qui est une autre manière de dire que le budget d'ITER est totalement inutile pour le problème dont je vous parle. Ou bien vous avez une dépression atlantique et toutes les éoliennes produisent, qu'elles soient en Espagne, en Allemagne, en France, en UK, etc. Ou bien vous êtes en régime anticyclonique et vous avez un peu de vent résiduel à Gibraltar, dans le couloir rhodanien, etc. Mais vous avez un talon et la puissance installée est là-haut. Donc ce que vous dit ce graphique, c'est qu'en moyenne, vous n'êtes sur ces 6 mois, vous n'êtes jamais à mieux que la moitié de la puissance installée. Que la puissance garantie est une petite fraction de la puissance installée, de l'ordre de quelques pourcents. Et vous voyez ici clairement l'intermittence induite que vous devez contrebalancer par soit des barrages, soit des centrales à gaz. Alors les Espagnols ont choisi des centrales à gaz, ce qui maintenant leur coûte bonbon en gaz et en CO2. Donc en même temps qu'ils installaient 15 gigawatts d'éolien, ils ont installé 20 gigawatts d'éolien, ils ont installé 15 gigawatts de centrales à gaz, et ils publient des très beaux communiqués de presse quand c'est l'éolien qui domine, mais enfin ils devraient publier 3 fois plus souvent des communiqués de presse en expliquant que c'est le gaz qui domine. Hein, ah bah oui, c'est exactement ça qu'ils devraient faire. Les Allemands ont choisi de compenser ça avec le charbon, et les Danois, ils ont fait un truc qui est absolument génial. Comme en gros le pays est trop petit compte tenu de la quantité d'éoliennes qu'il a,
pour absorber sa propre électricité d'origine éolienne. Quand le vent souffle, il exporte. Vers qui est-ce qu'il exporte? Vers les pays avec lesquels il est interconnecté. L'Allemagne d'une part et la Norvège de l'autre. Quand la Norvège reçoit de l'électricité danoise, que le Danois ne peut pas, il doit s'en débarrasser. C'est pour l'équilibre du réseau électrique. Il doit absolument s'en débarrasser. Que fait le Danemark à ce moment? Il est prêt à la vendre à n'importe quel prix. Quel est le prix auquel la Norvège va accepter l'électricité danoise? Le coût de production marginal d'un barrage. Vous savez, le coût de production marginal d'un barrage, c'est les 3 minutes d'ouvriers qui sont nécessaires à ouvrir et fermer le robinet, c'est zéro. Zéro. Donc les Danois ont subventionné, avec leur argent à eux, une industrie qui va vendre à l'exportation à un coût marginal nul. Et quand eux, ils ont besoin d'électricité parce qu'il n'y a pas de vent, ils importent en provenance du producteur norvégien qui, pas fou, là pour le coup, leur fait payer le prix fort puisque c'est de l'électricité de pointe. Donc le Danemark a bâti un formidable, et c'est pour ça qu'il y a eu la bronca au Danemark sur ces subventions à l'éolien qui ont été abandonnées depuis, tout simplement parce que ça revient à subventionner le producteur danois, le producteur norvégien qui possède les barrages. Voilà, donc les Norvégiens sont ravis et ils sont tout à fait pour l'électricité d'origine éolienne, tout comme du reste les vendeurs de gaz. Si vous faites venir ici un vendeur de gaz, il va vous expliquer que l'éolien, il trouve ça absolument génial. Moi, à Copenhague, j'étais allé au meeting de l'International Gas Union, où tous en chœur, j'étais le seul Français dans la salle, je crois, et il n'y avait pas un journaliste dans la salle. Et tous en chœur, les gaziers disaient « l'éolien, c'est génial, l'éolien, c'est génial, l'éolien », voilà, tous en chœur. D'autres projets fous existent, comme de mettre des miroirs en orbite pour réfléchir les rayonnements infrarouges du Soleil. En réfléchissant 1% de la lumière solaire, on pourrait contrer les effets du réchauffement climatique, mais pour l'instant ça reste de la science-fiction. L'autre levier de la géo-ingénierie est le carbone atmosphérique. L'idée est de capter le surplus de dioxyde de carbone dans un endroit où il ne pourra plus agir sur le climat, ce qu'on appelle généralement un puits de carbone. Une des solutions est d'augmenter la biomasse d'organismes fixateurs de carbone atmosphérique, donc ceux qui font la photosynthèse, ce qui revient à planter des forêts et faire pousser du phytoplancton. Le Haida Salmon Restoration Corporation, qui a largué 90 tonnes de sulfate de fer dans le Pacifique, n'était que l'un des 13 projets d'ensemencement visant à montrer que le fer pouvait déclencher une efflorescence algale qui pouvait capturer du dioxyde de carbone. Le monde de la géo-ingénierie n'est pas que celui de rêveurs ambitieux, c'est aussi un monde de business avec des brevets et des gros investissements. L'entreprise Climeworks commercialise un procédé capable de séparer le dioxyde de carbone de l'air pour ensuite stocker le premier dans le sous-sol. Carbon Engineering propose de son côté de récupérer le carbone atmosphérique pour en faire du carburant. Celui-ci serait donc neutre, et même si ce n'est pas une solution pour sauver la planète, ce serait, selon ses créateurs, un premier pas vers une économie décarbonée. Elle est financée par des investisseurs privés comme Bill Gates, ou moins étonnant, par des gros acteurs du pétrolier comme Chevron ou Occidental. Mettre des poêles à bois dans les maisons de campagne après les avoir isolées, excellente idée. Énergie renouvelable. Mettre des chauffe-eau solaires pour faire de l'eau chaude, excellente idée. Énergie renouvelable. Mettre des panneaux photovoltaïques partout dans le pays, c'est une idée complètement idiote. Donc il ne faut pas avoir l'idolâtrie des renouvelables pour les renouvelables, il faut être sélectif dans ce qu'on fait et comprendre pourquoi on le fait. Le temps de retour sur carbone d'un panneau fabriqué en Chine avec de l'électricité au charbon chinoise est de l'ordre de 30 ans, ce qui est supérieur à la durée de vie du panneau. Il faut 30 ans de fonctionnement d'un panneau fabriqué en Chine pour équilibrer son carbone de fabrication en évitant de l'électricité française. Donc quand on a subventionné l'installation du photovoltaïque en France, on a subventionné un déséquilibre commercial, pas d'emploi en France et une hausse des émissions de CO2, donc on a tout faux. Et un déséquilibre des finances publiques. Tout faux, sur toute la ligne. Et je suis écolo.